Bonjour Manu. Allez. Hop. Parmi toutes ces jolies mèches à souvenirs, pince pour les cheveux, lunettes, chaussures, chemise de nuit pliée depuis trop longtemps, se trouve cette drôle de petite horloge cassée avec les aiguilles bloquées sur 19h30. Je plonge ma main au fond du sac et en ressort la petite horloge. Elle ressemble au coucou qui dominait l'escalier de la maison, mais en miniature. Je la secoue contre mon oreille, elle ne fait pas l'ombre d'un bruit. Les aiguilles sont impossibles à tordre, comme peintes à même le cadran. Au dos de l'horloge, une inscription est gravée. Dans le bois. Pour vous aider à combattre la mort, Giant Jack, passeur entre les mondes, médecine par les ombres, spécialiste des problèmes de vie malgré la mort. Et plus bas, contact, chantonné, Giant Jack is on my back. Giant Jack is on my back. Je chuchote, perplexe, en lisant les inscriptions au dos de la petite horloge. Giant Jack is on my back. Giant Jack is on my back. Giant Jack is on my back. C'est ça, oui, c'est ça. Giant Jack, bien sûr. Bougez-vous, saloperie d'ombre. Montrez-vous. Montrez-moi un peu ce que ça veut dire de vivre avec de la nuit à la place de la peau. Allez-y. L'oiseau attend que j'arrête mes cris, puis recommence à becqueter les graviers. Je replace la petite horloge au fond du sac et je sens à nouveau cette sensation de Coca-Cola trop froid autour de mes yeux. Comme juste après une colère, quand la pression se relâche et que les paupières n'éclusent plus. On s'énerve, on palpite, et pile au moment où on croit que la crise se termine, on craque liquide. Quelques minutes passent. Alors j'entends un bruit lointain, un bruit de vent sans moteur, assez étrange pour une voiture. Je me dis que quand même, ça devrait être papa et Lisa qui reviennent à la maison. De la maison, pardon. Chapitre 2. Le bruit s'intensifie et ne ressemble décidément pas à celui d'une voiture. On dirait une tempête. Les arbres frissonnent. La lune, dont j'avais oublié la présence, cisaille maintenant le ciel. L'oiseau qui mange les graviers a disparu. Les ombres des arbres griffent les lampadaires qui se penchent d'effroi. Le tout s'enfonce dans le fleuve et s'ébrume. En silence. Et ce bruit de vent qui recommence à tourniquer. Énorme. Toutes les sources de lumière semblent s'affaiblir. Des ombres poussent du bâtiment hospitalier, comme des branches d'arbres morts affamés de lumière. Au loin, sur la grande route, les phares des voitures ont disparu. Le bruit s'intensifie comme si on ouvrait les portes d'un train lancé à pleine vitesse. C'est la nuit intégrale. Même en écarquillant les yeux, impossible de percevoir la moindre résidu lumineux. J'entends des craquements derrière mon dos.
Et tout à coup, plus un seul bruit. Je ne me suis jamais senti aussi seul de ma vie. Silence intégral et noir intégral. Rien. Je me retourne. Il doit mesurer dans les 4 mètres, 4 mètres 50. Ses proportions sont celles d'un humain pour ce qui est du buste et de la tête, mais ses jambes en accordéon sont incroyablement longues et ses bras, très fins, traînent par terre. Il porte une redingote cintrée qui le fait ressembler à l'ombre d'une interminable scie. Il semble couper la lumière de toute la ville. Son visage fait un peu penser à celui de Robert Mitchum, que l'on viendrait de réveiller après la mort. Je me demande s'il est vivant. Bon, mais je me garde bien de lui poser la question. Il approche, doucement. Le bruit de vent reprend lorsqu'il actionne le grand soufflet de ses jambes pour avancer. Je ne sais pas s'il me regarde. Je tremble comme un oiseau barbouillé de pétrole, glacé. Le bruit d'œuf croqué aussi a repris. Je crois qu'il fait ça en clignant des yeux. Je ne vois toujours rien à part lui, qui se détache clairement, un peu plus noir que le reste de la nuit. Avec son visage et ses mains brillants comme un drôle d'halogène dégingandé. Son ombre est énorme. Elle se répand, grimpe sur ma nuque. Je sens son souffle glacé qui m'en frissonne le dos. Il est juste derrière moi. Il fait un signe ample de la main. Lorsqu'il parvient à ma hauteur, il me regarde et s'assoit à mes côtés. L'opération dure bien 30 secondes. Ça lui demande un sacré travail pour passer de la position debout à la position assise. Il y a tout un tas de cliquetis et de craquements quand il s'assoit, comme si quelqu'un remontait des boîtes à musique. Il ne dit rien. Peut-être parce que dans ces moments-là, il n'y a rien à dire. Étrangement, sa présence, même terrifiante, me réconforte un peu. À n'importe quel autre moment de ma vie, ce géant m'aurait terrorisé, mais là, vu l'état d'hébétement dans lequel je me trouve, il représente presque un mieux. Il fait comme moi. Il manipule les cailloux en regardant ses pieds. Sauf qu'il met beaucoup plus de temps pour les attraper et que ses pieds sont beaucoup plus loin que les miens. Je regarde ses pieds parce que quand même, il m'impressionne un peu ce garçon. Il en impose avec ses 4 mètres de haut. J'entends encore ses yeux cligner. Maintenant, il cligne vers moi. Ils sont aussi larges que les phares de voiture. Une voiture perdue dans le brouillard. Ce grand machin va me tuer, ça ne fait aucun doute. Mais je suis déjà si profondément enfoncé dans le vide et la mort que ça m'avait fait juste un peu d'animation, cette échelle-là assise à côté de moi. Pendant ce temps, la voiture entre dans le parking. Les phares découvrent le tracé blanc des places sur le bitume. Je n'entends rien. La voiture semble flotter pour se garer. Lisa et papa se dirigent vers l'intérieur de l'hôpital. Ils ne m'ont pas vu. Je suis paralysé. Je les regarde passer avec le sac rempli de ton dernier habit. Je suis soulagé de le voir enfin. Il faut que je me lève, que j'aille les rejoindre. Soudain, le géant se penche vers moi, se dandine un peu et me pointe du doigt. Je suis Jacques le géant, docteur en ombrologie, médecine par les ombres. Je soigne les gens atteints de deuil en leur administrant plâtre et cataplasme pour le cœur, fabriqué à partir de mon ombre. Comme tu as pu le remarquer, je suis plutôt un grand modèle. Quant à mon ombre, elle est énorme. La vie malgré la mort, je connais, je suis un spécialiste. Et je suis venu ici pour t'apporter un bout, dit-il avec une voix genre chanteur basse des Platense. Elle te protège là, et c'est une très bonne ombre. Un peu encombrante et froide, mais elle te protégera bien. Il arrache un bout de son ombre en passant son immense bras gauche loin derrière son dos. Ça fait un bruit de bras déchiré. Il reste arc-bouté sur lui-même en poussant des grognements. Je crois qu'il rouspète, je n'ose pas l'interrompre. Saloperie de scoliose, ça fait 125 ans que ça me fait mal quand je me penche, peste-t-il avec sa voix de contrebasse éventrée. Vous avez une scoliose? Je demande du bout des lèvres. Hein? Tous les géants ont une scoliose. On grandit et on se tord le corps, mon garçon. Et en vieillissant, on attrape des scolioses jusqu'au bout des doigts, mon gars. Et le cœur? Ah, le cœur. Il est dans mille morceaux, le cœur, quand on est un géant de 130 ans. On a connu la Gaule et la mort qui l'ont arraché plus d'une fois. Alors on compense avec les ombres. C'est comme du ciment. Tu viens d'avoir un grave assis dans le cœur. Tu vas avoir tendance à rapetisser sous le poids des choses. Mais tu vas devoir grandir d'un seul coup. Tu vas te claquer des scolioses de partout dans le corps et dans le cœur. Si tu ne te les éduques pas comme il faut, oui, oui. Il te faut de quoi te le coller les morceaux, oui, oui. Voilà ton nom, mon garçon, fait-il en trifouillant quelque chose dans mes épaules.
C'est pas facile à traîner tous les jours, mais dedans, il y a de quoi te réparer à l'intérieur. C'est comme s'il m'enduisait tout le corps d'un baume apaisant. C'est un peu froid, mais ça fait du bien. Ça va? C'est trop grand pour un petit comme moi, non? Bah, Trazio Giant Jack Littleman. It's a good shadow called like ice, but it will protect you well, ho ho ho. Il dit en chantonnant. Puis il prend ton sérieux. Tu sais, ça ne marche pas à tous les coups. C'est un traitement très dangereux. Car les ombres de mon garçon sont des portes ouvertes sur le pays des morts. Le pays des morts? Est-ce qu'elle y est déjà? On peut la voir là-bas? Tu n'as rien à faire là-bas de ton vivant. C'est ta propre mort que tu y touches, enfin, rien d'autre. Un lent silence glace ces derniers mots, puis le géant se racle la gorge et reprend la parole. Comme n'importe quel cocon, elles peuvent générer des métamorphoses. Tous mes patients sont différents. Certains sont consolidés, même sauvés, d'autres en meurent, étouffés dedans comme des poussins dans leur coquille. Et les ombres que je dispense sont fabriquées à base de liquide amniotique. Certains se noient dedans, en plein sommeil. Un escargot énorme pendouille au bout de son oreille gauche. Ça me dérange un peu de le faire remarquer, mais je ne dis rien. Ce type-là possède une forme comique hallucinante. On sent qu'il pourrait embarquer des heures et des heures de rire autour de lui, rien qu'en gesticulant un peu quelques histoires. Mais comme les meilleurs professeurs, il sait redevenir sérieux d'un seul coup. J'ai quelques recommandations à te faire pour essayer de sortir vivant de tout ça. D'abord, tu dois combattre le seul. Ne mêle personne à ça, même ceux que tu aimes, surtout ceux que tu aimes. Je ne te dis pas de vivre dans le cru, au contraire, mais le combat intérieur, tu dois l'effectuer seul. Ton ombre est une arme qui peut devenir redoutable pour déjouer la mort. Tu vas pouvoir t'en servir, il faut seulement un peu de pratique. Ensuite, tu ne dois pas utiliser les portes qui mènent au pays des morts. Se battre contre la mort ne veut pas dire aller la voir de près. La seule manière de tuer la mort, c'est de rester en vie. Reste tourné vers la vie. L'ombre fonctionne comme une sorte de vaccin. Elle contient la mort. Et tu ne dois pas y toucher. Ne déconne pas avec ça. C'est ce qui fait le plus souvent échouer le traitement. Ça et les gens qui n'ont pas voulu de la vie. Mais cela se les mord de toute façon. Il s'octroie une petite pause. Respire un grand coup. Et fouille dans ses innombrables poches à livres. Il en tire 3 ouvrages pour me les donner. Prescrire la faculté. J'aime les livres qu'on peut mettre dans les poches. Donner. Pour relire ses passages préférés. C'est un acte important pour moi d'échanger des livres qu'on aime. C'est comme prêter ses chaussures. Alors, je ne te prête pas mes chaussures parce que j'ai un moral fou entre ma bataille. Pardon, bien maintenant. Je vois besoin de faire demain, tu devrais laisser ça dans cette chambre. Je crois que tu essaies de me faire pareil. Mais il a vraiment un livre de photos. Ça fait partie de ton traitement, mon garçon. Les livres sont accessoires, non accessoires pour se battre contre la pluie éternelle. Ils dorment dans mes poches, je ne les réveille que pour ne les prêter quand quelqu'un semble en avoir besoin. À cet instant, il me fait un large sourire qui va vraiment jusqu'à ses oreilles, et il disparaît comme il m'est apparu dans un bruit de vent. Les 3 livres au creux de ma main. On aurait dit une couvée d'oisillons en papier. Dans mes bras à moi, ils deviennent de simples livres. Pardon, excusez-moi. Les 3 livres au creux de ses mains. On aurait dit une couvée d'oisillons en papier. Dans mes bras à moi, dans mes bras à moi, ils redeviennent de simples livres. Je les enfourne dans mes poches en me dirigeant vers l'entrée de l'hôpital. Je suis sonné. Mon corps est en pilotage automatique. Le cœur et le cerveau sont difficiles à démêler. Alors je fais confiance à mes jambes pour avancer. Mon ombre, énorme, traîne un peu par terre. Je me prends les pieds dedans. Je retourne vers le néon, emboîter le pas à Lisa et papa, s'appliquer à être les uns à côté des autres. Quand l'un des 3 s'effondre un peu plus, les autres voient un secours. D'une minute à l'autre, les rôles changent. Tout le monde oblique, c'est l'heure de n'avoir plus rien à faire à l'hôpital. Il faut maintenant rentrer à la maison. Bon. Ah, voilà. On va se fumer une clope.
Je vais te dire au revoir, Manu. Avant, c'est toi qui me lisais des livres, des histoires de souris ou je ne sais plus quoi. Avant, c'était à la médiathèque qu'on allait, celle que toi, tu as lancé et qui t'a suivi et qui continue. Ils ont mis un banc pour toi juste devant, un banc à ta mémoire, et un joli banc. Là, il est mouillé, mais parce qu'on est en Normandie. Hein. Donc voilà. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. J'aurais même aimé me voir avant qu'on ne puisse plus se voir. Mais c'est comme ça. Donc bon, Madame Noël Lévente, dites Manu. Je voulais te donner des nouvelles. J'ai même pas regardé la page où j'en étais. Il y a des pots de fleurs violets devant la bibliothèque. La médiathèque. Je déteste le violet. Ça m'a fait plaisir de lire quelque chose pour toi. C'est toi qui lisais pour moi avant. Peut-être que c'est moi qui t'apprendrai à faire du vélo. Je ne sais pas. Allez, on va s'arrêter là. J'ai pas fini ma clope, mais c'est comme ça. Yo Manu, on se reverra plus tard peut-être.